Madame, Monsieur, bonjour. Notre émission décryptage sur les mesures gouvernementales de redressement budgétaire et la maîtrise des finances publiques reçoit aujourd'hui Monsieur Anissé Mboumboum Miakou, ministre d'État, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, petite question, Monsieur le ministre d'État, a-t-il été soumis au rituel du bon de caisse pour récupérer son argent? 25 juillet, beaucoup de fonctionnaires sont à la caisse. Bien évidemment, comme tous les Gabonais. Alors, Monsieur le ministre d'État, toutes ces mesures gouvernementales qui ont été prises dans l'optique justement de la maîtrise des finances publiques, quelles pourraient être les retombées de ces mesures dans le département dont vous avez la charge? Écoutez, je voulais d'abord vous remercier de me donner cette opportunité pour pouvoir m'exprimer et m'adresser à nos compatriotes. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de le faire. Pour revenir à votre question, je vous dirais tout de suite que ces mesures que nous qualifions tous de mesures exemplaires et courageuses vont permettre bien évidemment à l'État de pouvoir engronger un certain nombre d'économies substantielles qui pourraient éventuellement bénéficier aux investissements dont nous attendons tous au niveau du ministère de la Justice. Et je crois que nous devons tous saluer le courage et la dextérité du premier des Gabonais, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parce que c'est lui qui a donné l'impulsion et le gouvernement dans son ensemble a suivi. Alors, vous avez dit que ces mesures gouvernementales, bien sûr, vont engranger des économies favorables à l'investissement, certainement dans le cadre de la délocalisation de la prison centrale de Libreville, aujourd'hui engorgée. C'est du côté de Plaine-à-Aimé, le site qui avait été prévu. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Les travaux, vous le savez, avaient démarré il y a quelques années. Et évidemment, avaient connu un arrêt par faute de moyens financiers. C'est un dossier important sur lequel le chef de l'État m'a instruit pour que les travaux reprennent dans un délai raisonnable. Nous sommes donc en train de tout mettre en œuvre pour que très bientôt nous ayons un partenaire qui nous accompagne, parce que la situation économique justement du moment ne permet pas à l'État de financer entièrement ce projet, mais nous avons fort espoir que certains partenaires au développement nous accompagneront, mais pour l'instant je me permettrai de ne pas pouvoir vous dire plus, parce que nous ne sommes qu'au stade de la négociation, mais c'est une négociation qui, de mon point de vue, pourrait aller très rapidement et porter des fruits le plus tôt. Alors, on a remarqué que les prisons sont souvent engorgées, la capacité d'accueil est souvent dépassée. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il y a toujours ces phénomènes? Parce que c'est un phénomène souvent général. C'est vrai, vous faites bien de poser la question. Le phénomène, il est visible. Je peux vous dire très honnêtement qu'il s'est accru ces derniers moments du fait des grèves intempestives que le département ministériel a connues. Lorsque j'arrive à la tête de ce département, c'est la grève des magistrats qui prenait fin et immédiatement s'est enclenchée celle des greffiers. Et cette grève des greffiers a paralysé notre administration pendant près de 5 mois. Ce qui fait que aucune audience ne pouvait se tenir et malheureusement les prisons ont dû être surpeuplées et c'est principalement l'une des raisons. Il faut également souligner le fait que ces prisons, pour la plupart et dans leur ensemble, sont totalement vieillissantes. Allez à l'intérieur du pays et vous comprendrez que ce sont des prisons qui datent d'une vingtaine d'années en arrière. Et aujourd'hui, elles ont besoin d'un toilettage. Et là également, le chef de l'État m'a instruit pour que nous puissions regarder, dans le cadre des fonds mis à la disposition de notre ministère, ce qui peut être fait pour essayer de rendre ce cadre un peu plus humain. Dans le cadre de l'humanisation justement de ces prisons, nous sommes en train de regarder comment les réhabiliter, au moins l'existant, pour pouvoir permettre d'augmenter si possible la capacité d'accueil. Parce qu'elles étaient construites pour accueillir une centaine de prisonniers. Aujourd'hui, les détenus, la moyenne c'est 350 à 400. Donc vous comprendrez que nous avons plus besoin aujourd'hui d'agrandir ces structures pour permettre que les prisonniers vivent dans un milieu beaucoup plus décent. Alors, réhumaniser les prisons, au-delà de l'aspect carcéral tout simplement. Dernièrement, on a écouté qu'il y a
un jeune prisonnier qui a eu son bac est en prison. Est-ce que il y a ce volet-là on va dire, de réinsertion des prisonniers? Absolument. Nous y réfléchissons actuellement sur la question. Et je voudrais profiter de cette antenne, celle que vous m'offrez, pour remercier l'œuvre de bienfaisance souvent visible de Madame la Première Dame du Gabon, parce que c'est elle également qui nous a accompagnés et qui a accompagné ce jeune dans l'obtention de ce parchemin. Nous pensons que le tout, c'est pas d'avoir ce parchemin. La préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui concernant les détenus mineurs, c'est de pouvoir leur offrir un cadre pour leur permettre de se réinsérer dans la vie active après la sortie de la prison. Parce que là, il faut un accompagnement de l'État et nous réfléchissons en ce moment pour voir dans quelle mesure nous allons nous y atteler. Des journées vont se dérouler à la prison centrale 23, je crois, ou 30. Journée porte ouverte? Pas porte ouverte, mais surtout ce sont des journées de l'enfant africain. Non, parce qu'on connaît les évasions quand même. Non, il n'y aura pas de journée porte ouverte, mais c'est plutôt des journées de l'enfant africain. Et ces journées verront plusieurs exposants qui viendront rassurer les enfants que même en milieu carcéral, on peut être amené à se former pour être utile à la société. C'est pareil aussi pour les grandes personnes, non? Pour la professionnalisation justement des métiers. Pour l'instant, nous nous focalisons sur les mineurs parce que c'est plus ce volet qui nous intéresse. Pour l'avenir du pays, bien sûr. Alors, vous avez touché, Monsieur le ministre d'État, la question de la grève des magistrats tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que tout est définitivement rentré dans l'ordre? De mon point de vue, oui, tout est définitivement rentré dans l'ordre. Sauf évidemment de temps en temps quelques sorties ici et là, mais qui ne remettent pas en cause la sérénité qui règne au sein du ministère. Justement, pour continuer à parler de votre ministère, est-ce que les mesures gouvernementales, par exemple, on a parlé des concours et recrutements pendant 3 ans, est-ce que ces mesures ne vont pas influencer sur le renouvellement du personnel pénitentiaire? Personnel pénitentiaire, vous parlez? Oui. Personnel pénitentiaire, je ne pense pas, parce que nous avons déjà, c'est le cas de le dire, nous avons déjà un souci au sein du ministère. Puisque pléthorique. Ah oui, parce que nous avons sur les bras le dernier recrutement pour lequel nous avons au moins 1700 agents recrues qui sont sans poste budgétaire. Il faut le dire, parce que c'est une situation que j'ai trouvée et elle date de 2015. Je ne sais pas sur quelle base ces recrutements avaient été faits. Est-ce que les ministères financiers avaient autorisé le ministère de la Justice de recruter autant? Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il que ces jeunes compatriotes sont aujourd'hui sans salaire. Et c'est une préoccupation majeure. Donc avant de recruter, il faut d'abord pouvoir rassurer ceux qui travaillent actuellement en leur octroyant au moins des postes budgétaires. Donc je ne pense pas que cette mesure gouvernementale, d'ailleurs pour nous au niveau de la sécurité pénitentiaire, elle s'impose. Il nous faut un temps de répit avant de procéder à de nouveaux recrues. Est-ce que ça va être le même cas du côté de l'école de la magistrature par rapport justement à cette même mesure, 3 ans sans former de nouveaux magistrats? C'est la même chose, je peux vous l'assurer, les magistrats qui m'écoutent le savent, nous avons formé suffisamment ces dernières années au niveau des magistrats. Et je crois que aujourd'hui, il est plutôt question de trouver des moyens de redéploiement parce qu'il y a des juridictions à l'intérieur du pays qui sont en demande constante. Je pense que nous pouvons passer ce cap de 3 ans sans trop de difficultés, mais l'école de la magistrature ne sera pas fermée pour autant. Nous avons un volet de formation continue qui permettra justement à ces magistrats de se remettre à niveau de temps en temps dans le cadre de l'amélioration de leur capacité, mais pour revenir à l'essentiel de votre question, 3 ans ne pourrait pas pénaliser le ministère dans son fonctionnement. Alors vous avez parlé des affectations, il y a des fonctionnaires qui sont réticents, qui refusent d'aller travailler à l'intérieur du pays. Mais écoutez, je n'ai pas enregistré ces cas depuis que je suis à la tête du ministère. Le dernier Conseil supérieur de la magistrature vient de statuer sur les affectations. Nous attendons la rentrée judiciaire, mais généralement, les magistrats sont suffisamment disciplinés. Il y a ce chapelet de mesures de dénoncer les fonctionnaires maintenus en activité ayant plus de 100 ans. Or, les partenaires sociaux ont justement dénoncé ces magistrats qui ont été donc maintenus en poste alors qu'ils devaient déjà faire valoir leur droit à la retraite.
Pour parler vrai, je ne suis pas du tout informé de cette situation. Je préfère vous le dire honnêtement. J'ai trouvé effectivement certains fonctionnaires qui, de par le statut, le chef de l'État avait autorisé un prolongement de carrière de 2 ans. Ils ne sont pas nombreux, ils ne dépassent même pas le chiffre de 5, à ma connaissance. Ce sont ceux-là qui sont en train de, comment dirais-je, qui sont en fonction actuellement et au terme de leur prolongation, je crois en début d'année prochaine, iront à la retraite. Mais on a dit que les mesures devaient prendre effet immédiatement. Oui, elles ont pris effet immédiatement. Malheureusement, vous savez, il faut respecter les textes également. Hein. C'est une disposition réglementaire. Elle autorise, de par son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État de prolonger la carrière pendant 2 ans. C'est ce qui a été fait, mais nous attendons qu'elle prenne fin. Donc nous sommes totalement dans la légalité. Dans la légalité. Alors les mêmes partenaires sociaux ont également dénoncé la nomination des membres, certains membres du syndicat à l'intérieur du pays et ils accusent le ministre d'État de vouloir détruire le mouvement. Non, mais je crois Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne me reconnais pas là-dessus. C'est pour la simple et bonne raison que le ministre ne détient pas une liste de magistrats syndiqués. Donc, pour ma part, je ne sais pas qui est syndiqué, qui ne l'est pas, et je ne vois pas quel serait mon intérêt de vouloir décapiter le syndicat. Dès lors que le syndicat est un partenaire, pour nous, ce qui pose des problèmes fondamentaux, l'administration n'a pas le droit de s'y dérober. Nous sommes là pour l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs, encore que les magistrats ne sont pas les collaborateurs du ministre de la Justice. Donc, je ne pense pas que ce fut mon intention. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est pas le ministre. Il s'agit là d'une instance délibérante qui est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce conseil qui statue sur les affectations et non le ministre. Il n'y a pas une petite influence? Ah non, pas du tout. Si influence il y a, c'est peut-être celle du président du Conseil supérieur de la magistrature qui est le chef de l'État. Moi, je ne suis que le premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Avec moi, il y a d'autres vice-présidents et je ne pense pas que je peux influencer une quelconque affectation. Très bien. Monsieur le ministre d'État, un certain nombre d'agents publics détenteurs de l'autorité de l'État viennent d'être condamnés à des lourdes peines d'emprisonnement, suivant mon regard, pour malversation financière par la justice. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice gabonaise est un instrument garant de la bonne gouvernance des finances publiques? Oui, je pense. Elle s'illustre suffisamment, de façon éloquente. Et je crois que c'est le cheval de bataille du chef de l'État aujourd'hui. Il faut réduire la corruption. Et je pense que les magistrats font leur travail. Maintenant, la condamnation est diversement appréciée, mais ça, c'est le fait de la loi, c'est le fait des magistrats. Et le ministre que je suis n'est pas juge. Et je n'ai pas commenté les condamnations qui sont faites. Alors, il y a une certaine opinion publique dénonce le fait que les enquêtes au Gabon n'aboutissent pratiquement pas. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Bon, mais lesquelles enquêtes? Moi, j'aimerais bien, souvent qu'on me parle toutes des enquêtes. Ah non, ça m'étonnerait. Si toutes les enquêtes n'aboutissaient pas, personne ne serait traduit devant les tribunaux aujourd'hui. Très bien. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, vous avez mis en œuvre un certain nombre de réformes qui rentrent bien sûr dans le cadre de la bonne gouvernance de la Maison de Justice. Quels sont les grands axes de ces réformes? Écoutez, les grands axes de ces réformes, je peux vous dire que dès mon arrivée, je me suis attelé à essayer de proposer un certain toilettage de nos lois organiques. Les principales, c'est la loi organique sur le judiciaire, la loi organique également sur l'ordre financier, la loi organique sur l'ordre administratif et également, nous sommes en train de présenter en Conseil des ministres très prochainement la loi portant code pénal et code de procédure pénale. Ce sont de grands chantiers pour lesquels je pense que nous devons mettre tous les efforts nécessaires parce que ça permet justement d'avoir des lois qui nous amèneraient à entrer dans le sillon qu'a tracé le chef de l'État dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que les collaborateurs adhèrent justement à parfaitement, les collaborateurs adhèrent. Ce sont des textes qui sont très vieillissants et qui avaient besoin d'un toilettage aujourd'hui pour s'arrimer à la norme du moment. Et je crois que tous les collaborateurs adhèrent. Je n'ai aucune difficulté à ce niveau. Alors donc, dans le cadre de ces mesures, on revient sur la réduction du train de vie de l'État. On parle également de la réduction des cabinets ministériels. Côté de la Maison de Justice, est-ce que ça a été effectif?
Oui, la maison de justice, je peux vous dire que les magistrats qui sont conseillers du ministre de la Justice ne sont pas nommés en conseil des ministres. C'est toute la différence avec les autres cabinets ministériels. Les conseillers du ministre magistrats sont nommés au cours du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, pour ce qui est de mon cabinet en particulier, en tant qu'homme politique, oui, j'ai subi une diminution drastique. On passe de 34 membres à près de 16. C'est tout mon embarras, vous pouvez l'imaginer. Mais c'est une instruction du chef de l'État, c'est une instruction gouvernementale. Je m'y suis attelé à le faire et très prochainement, je vais former mon cabinet dans le sens qui nous a été indiqué. Quels ont été les critères de choix du ministre? Oh, parfois politique. Il faut le reconnaître, puisque nous sommes des hommes politiques. Nous n'avons pas d'autre choix. Alors, monsieur le ministre d'État, nous arrivons au terme de cette émission. La justice gabonaise, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la justice gabonaise est indépendante? Ah oui, la justice gabonaise est indépendante. Et d'ailleurs, tous les actes que nous posons au quotidien tendent à la rendre plus indépendante encore. Et je crois que les magistrats ne peuvent pas me contredire. L'exécutif ne s'immisce pas dans les décisions de justice. C'est là toute l'indépendance. Bien, je le disais, nous voici donc au terme de cette émission, décryptage des mesures gouvernementales sur Radio Gabon. Alors peut-être une dernière réaction de monsieur le ministre d'État à l'endroit des membres de votre département, mais surtout l'ensemble des Gabonais concernés par ces mesures conjoncturelles. Écoutez, je voudrais pas être très long, mais plutôt bref, et demander à tous les compatriotes de plutôt considérer ces mesures non pas comme une sanction à l'égard du peuple, non, c'est plutôt un acte courageux. Vous savez, ces mesures ont été prises dans un contexte politique suffisamment difficile. Dans peu de temps, nous irons aux élections locales probablement et législatives. D'abord législative et locale ensuite, certainement. Mais nous n'avons pas dit qu'il fallait attendre la fin des élections pour lancer ce train de mesures. Le courage du chef de l'État est donc à saluer, parce que très peu d'hommes politiques, je n'en connais pas beaucoup, qui auraient pu s'hasarder à la veille d'une élection, à des élections aussi capitales, à entreprendre des mesures salutaires pour le pays. Il l'a fait avec toute la volonté que nous connaissons, mais nous sommes obligés de l'accompagner parce que c'est à travers ces mesures que le Gabon se remettra debout. On dit merci à notre invité, Anissé Mbumbu Miyakou, ministre d'État, ministre de la Justice, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Devant ce micro, Romuald Koumba. On se retrouve très prochainement dans une autre émission Décryptage sur Radio Gabon. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.